Bonjour, vous êtes sur le deuxième épisode de notre série vidéo The Nekoban Project. Nous vous emmenons à bord de Neko, faire le tour des parcs nationaux aux États-Unis pendant les élections américaines. Dans cet épisode, nous quittons Chicago. La route nous mène dans les Badlands, les mauvaises terres. C'est au cœur du Midwest. Un peu de géographie pour commencer. Vous le savez, notre arrêt à Chicago a été plus long que prévu pour réparer Neko. Alors on a dû supprimer Île Royale et Voyageurs pour foncer directement à Theodore Roosevelt, dans les Badlands. Nous n'avons pas une minute à perdre. Nous avons l'énergie de conduire longtemps après ces quelques jours d'arrêt. Nous sommes euphoriques dans la voiture. C'est bon de rouler. Même si le GPS, lui, nous dit que la route va être sacrément longue. Nous arrêtons Neko à 2h du matin, sur une aire d'autoroute dans le Wisconsin. C'est permis, selon les États, de rester quelques heures pour dormir dans son véhicule. Au petit matin, nous sommes à Fargo, dans le Dakota du Nord, pour profiter d'un café rédempteur. Les yeux sont un peu engourdis, mais l'envie est là, d'avancer vers l'ouest. Et après d'interminables routes droites, des up and down, nous arrivons au parc de Theodore Roosevelt. C'est incroyable d'être là. On a réussi notre premier gros défi, 1500 km en 26 heures, dont 4 heures à dormir sur l'autoroute. Et c'est sublime. Notre camp de base, c'est Medora, notre première ville du Far West. La lumière est belle, une rivière forme un canyon, et le réveil est quand même plus agréable ici que sur l'autoroute. Une autre bonne nouvelle s'en vient. Nous recevons enfin le bon capteur de température pour Neko, et en un tour de clé à molette, nous arrivons à le remplacer. Petit clac que vous entendez là, c'est le signe que nos bougies de préchauffage allument et permettent au moteur de démarrer. Les dieux du voyage sont avec nous. Nous avons l'impression que le voyage commence réellement ici, à Theodore Roosevelt. Le parc marque notre premier vrai contact pendant ce voyage avec la nature brute. Des bisons nous accueillent dès la première journée. Nous parlons à nos premiers rangers et elles nous expliquent à quel point cet animal est important aux États-Unis. C'est le plus gros mammifère terrestre d'Amérique du Nord. Et il a failli disparaître il y a près d'un siècle, chassé de toutes parts alors qu'il était si important dans le quotidien des Premières Nations. Depuis, les bisons ont été réintroduits et sont devenus un symbole de résilience aux États-Unis. C'est le mammifère national. À Theodore Roosevelt, la faune est importante. Le parc nous offre des rencontres avec des biches et leurs fans. La proximité est fabuleuse. Et puis nous rencontrons notre premier coyote. Cet animal est incroyable, élégant, gracieux et souverain sur son territoire. La nuit est calme, et dans le parc, la Little Missouri River coule à flot très réduit. C'est une première étape plus qu'importante pour nous. Theodore Roosevelt, le président, a établi ici son camp de base pour ressourcer à la fin du 19e siècle. C'est lui qui est considéré comme le premier président américain avec une philosophie de protection des espaces naturels. Il a ratifié plusieurs monuments et parcs nationaux durant son mandat au début du XXe siècle. Il a inspiré un grand nombre de présidents par la suite. C'est un bon exemple pour notre quête mêlant politique et parcs nationaux. La terre ici est sèche. La poussière se mélange à la sauge et au genévrier. Les champs de coton poussent le long de la rivière qui serpente. Neko, lui, il s'éclate sur les petites routes qui mènent aux confins du parc. Le parc est considéré comme un territoire des Badlands, des endroits chauds l'été, glacial l'hiver et inhospitaliers en tout temps. Ils sont uniques avec leurs couches d'argile, de grès, de roches rouges et de canyons acérés. Le nom Badlands provient initialement de notre parc, légèrement plus au sud. Neko est lancé. On part en direction des Badlands du Dakota du Sud. Vous nous suivez ? Badlands, les mauvaises terres. Ce sont des pionniers français qui, les premiers, ont donné ce nom à cet endroit. Pas d'eau, pas de chemin pour traverser des canyons et des pics rocheux coupant comme le verre. C'est dépouillé, simple et terriblement beau. Là aussi, les bisons sont nombreux. Ils sont majestueux et se déplacent en liberté. Les paysages sont découpés, abrupts, et une atmosphère de fin du monde se laisse entrevoir. Un vent mauvais fouette l'herbe sur les plateaux.
L'aventure, elle est au bord du chemin. Au coucher de soleil, les prairies s'illuminent, la poussière des chemins retombe et l'environnement devient mystique. Au petit matin, un bison se frotte au camping organisé mais gratuit où nous passons la nuit. C'est incroyable et sauvage. La journée est lancée. C'est calme ce matin. Rien à voir avec la rudesse des paysages que nous arpentons en marchant plus tard dans la journée. Les chemins ne sont pas simples. Les rochers sont coupants, il y a même des reptiles. L'atmosphère est lunaire, désertique, aride. Il n'y a pas d'eau ici, après que les rivières ont formé les cassures incroyables que nous traversons grâce à l'érosion. Tout n'est que désolation, chaleur et grandeur. La partie sud du parc chevauche le territoire de la réserve de Pine Ridge. Nous rencontrons la ranger Selena qui vit à côté. Elle nous raconte l'histoire difficile des lieux, le déplacement des gens, les missions d'acculturation et pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis essayaient même des bombes ici. Il en reste, prêtes à exploser. Dakota du Nord et du Sud votent majoritairement républicains, doivent leur positionnement sur la carte grâce au pétrole, mais ici à Pine Ridge, les tribus votent démocrates. Nous quittons le parc avec toutes ces infos et des souvenirs merveilleux en tête, et mettons le cap vers l'ouest. Le paysage va changer drastiquement. Nous roulons sur des pistes plus que sur des routes. Le van soulève de la poussière et des cultures commencent à émerger. Au loin, apparaissent les premiers arbres qui forment les Black Hills, les montagnes noires. Nous traversons Buffalo Gap, une vraie ville de cowboys avec son hôtel désaffecté et ses maisons alignées le long de l'avenue centrale. La plupart sont complètement à l'abandon. La ville aussi. Son saloon, lui, il annonce la couleur. Dernière chance de boire un coup avant les Badlands. Tous les clichés du Far West sont là. Nous quittons la ville pour rejoindre le parc de Wind Cave, situé en plein cœur des montagnes noires. L'eau du parc apporte la fraîcheur et l'humidité dont nous manquions tant dans les Badlands. C'est un endroit extrêmement important pour les tribus Sioux Lakota. Ce sont eux qui ont nommé la zone les montagnes noires en raison du contraste créé par les forêts et le désert. Selon leur mythe, le cadre de la grotte du vent est le centre de leur univers, le point de contact entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. En surface, vivent les bisons bien sûr, et des prairie dogs, des chiens de prairie au sifflement canin qui ressemblent un peu aux marmottes. Les herbes rases sont leur domaine, mais ils sont menacés par le réchauffement climatique. Pourtant, leur rapport au monde végétal est primordial. En retournant la terre, le sol se gorge de minéraux qui permettent au bétail et aux bisons de mieux s'alimenter. Il y a des serpents aussi. On les évite comme on peut. C'est un peu cavalier, c'est vrai. Les montagnes noires, ou collines noires suivant l'appellation américaine, sont aussi le cadre de l'un des sites les plus discutés et disputés du pays, le mont Rushmore. Ici, les États-Unis ont gravé à même la roche le visage de 4 de leurs illustres fondateurs et présidents, George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Le mémorial est très fréquenté, 2 millions de personnes par an, et se tiennent là des opérations quasi militaires pour célébrer la gloire du pays, du drapeau et des sculpteurs de ces statues géantes de 18 mètres de haut, les Borglum père et fils, sculpteurs plus que controversés. Nous assistons à une cérémonie du drapeau après avoir écouté l'histoire originelle de l'hymne et du drapeau américain. Tout le monde se prête au jeu. Le ranger galvanise les foules. C'est beau de voir la ferveur des visiteurs, mais c'est presque aussi un peu apeurant. Difficile d'imaginer pire blasphème pour les Sioux Lakota que de voir ces montagnes sacrées se faire dynamiter avec pour objectif d'y graver la tête des idoles de ces Américains venus coloniser leurs territoires ancestraux. C'est une constante depuis le début de ce voyage. Partout où nous passons, l'histoire des pionniers et des bâtisseurs est tachée dans le sang de celle des primo-habitants. Et quand nous roulons sur les routes sinueuses des Black Hills, nous croisons le rassemblement de Sturgis, tout proche, qui déverse des milliers de motards sur les routes, armés de bandanas aux couleurs du drapeau américain et de t-shirts pro-Trump. L'histoire semble balbutier d'une démonstration un peu trop soutenue. Sturgis, c'est le plus grand rassemblement de ce type au monde, et les mots d'ordre cette année, c'est parler politique, mais surtout d'inflation relative au coût de l'essence. Devil's Tower est plus apaisé. Cette butte est colossale, impressionnante, au milieu des plaines du Wyoming. Les Américains ont érigé le lieu en monument national dès 1906 pour le protéger,
sous l'impulsion de Theodore Roosevelt, encore lui. Les tribus, qui ont sacralisé ce site important dans leur culture fondatrice, ont été dépossédées de ce territoire mais conservent un accès privilégié. Le site vante la bonne collaboration entre toutes les parties, peut-être. Nous filons à travers le Wyoming d'est en ouest. La route progresse à travers des déserts ininterrompus. L'orage menace et offre des ciels aux nuages dantesques, d'un gris intense. La pluie inonde totalement la route. Mais le trajet s'élève. Et sur le bord de route, les rivières grossissent. Aucun doute, nous arrivons dans les montagnes. Nico marque le pas, la montée ce n'est pas pour lui. Nos yeux, en revanche, sont grands ouverts. Nous sommes euphoriques là aussi. Nous atteindrons bientôt le parc de Grand Teton, l'un des premiers parcs nationaux où nous envisageons de mettre à profit nos expériences en randonnée. La suite, c'est donc dans les montagnes. La suite, c'est dans notre prochain épisode.